And now we'd sit out in the old porch swing. The stars were shining brightly and softly you would sing. We'd sing of happy days gone by, it makes me happy too. It would be like heaven here on earth if I could be with you. You're just the girl of my dreams, though it seems that my dreams never come true. Tu as suivi le courant jusqu'au 3e épisode d'Histoire d'eau. Transi et trempé à l'os, tu en redemandes et tu es tout heureux de constater que tu as une autre rivière à traverser. Sur le bord du fleuve, à l'embouchure de la rivière La Chevrotière, tu rencontres Dania et Jasmin qui prennent du bon temps sur la plage. C'est l'automne, il fait trop froid pour se baigner, mais le bord de l'eau reste un endroit de choix pour un pique-nique ou jouer un peu de musique. Les reflets du soleil sur le fleuve font du bien aux yeux. Le bruit des vagues fait du bien aux oreilles. C'est beau, tout simplement. Aujourd'hui, à Histoire d'eau, on parle de paysage. En plein cœur du paysage, à l'embouchure de la rivière La Chevrotière, trône un bâtiment majestueux, le moulin de la Chevrotière. Construit en 1802, le moulin montre à quel point les notions d'art et de paysage se sont imbriquées autour des cours d'eau. Mais commençons par le début. C'est quoi un paysage? Pour répondre à cette question-là, on a rencontré Éliane Trottier, la directrice de Culture et patrimoine d'Échambault-Grondines. Qu'est-ce qu'un paysage? C'est une question qui peut être abordée dans plusieurs sens, mais c'est sûr que c'est la somme d'éléments géophysiques, naturels, comme par exemple une rivière, une montagne, le relief. Et ce paysage-là, naturel, peut être un paysage humanisé. Donc, à cette couche-là, on peut ajouter le résultat des activités humaines, que ce soit des bâtiments, des transformations géophysiques. Aujourd'hui, on est bien équipé pour creuser la terre, la transporter, transformer le paysage de cette façon-là, même dériver des cours d'eau. Donc, le paysage, c'est vaste. En fait, ça inclut des enjeux de patrimoine bâti, d'environnement, la foresterie, l'agriculture, l'urbanisme. Donc, c'est tout, en fait, le paysage. C'est notre façon de vivre aussi. Notre culture, elle se transpose dans notre territoire par les paysages. Bien, les rivières, ce sont des vecteurs d'occupation du territoire. Mais souvent, on pense aux moyens de transport. Le fleuve, c'en était un, c'était l'autoroute de l'époque. Certaines rivières aussi ont joué ce rôle-là pour pénétrer plus loin dans les terres. Donc, c'est sûr que ça dépend aussi de la taille du cours d'eau, mais encore aujourd'hui, naturellement, pour aller pénétrer en forêt, on a tendance quand même à suivre les cours d'eau. On le fait tous un peu naturellement. Donc, les gens de l'époque faisaient ça aussi. Mais c'est surtout une source d'approvisionnement importante. On peut penser à l'eau potable, à l'eau pour les usages du quotidien, que ce soit la nourriture, l'hygiène, etc. Mais aussi tous les usages là, plus de type pré-industriel, comme l'implantation de moulins, de chantiers navals. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de possibles là, dû au fait qu'il y a une rivière. Puis c'est évidemment un élément ultra important là, de nos écosystèmes. Là. Il y a une valeur écosystémique aux rivières dans le quotidien des gens. Là. En fait, les artisans, souvent, ils s'installaient justement autour, en groupe, parce qu'il y avait un phénomène d'entraide. Souvent, quelque chose qui était fabriqué par l'un servait à l'autre. C'est un phénomène qu'on voit un peu partout, surtout là où il y avait des moulins, parce qu'il y a la matière en grande quantité qui peut être produite. Puis aussi, des fois, les gens pouvaient s'entraider au niveau du travail physique en tant que tel. Là. Mais il reste quand même un lien avec cette histoire artisanale-là du lieu, entre autres avec le choix au niveau des artistes puis des expositions qui sont faits. On est souvent très près des métiers d'art. On est dans une perspective actuelle parce que l'artisanat, il y a aussi un sens dans notre société d'aujourd'hui. Il n'est pas que folklorique. Comment sensibiliser les gens au paysage? En fait, ça se passe de plusieurs façons, mais à mon sens, un des éléments les plus importants, c'est l'éducation. C'est de faire connaître. Souvent, on voit sans voir. Hein? Les paysages, c'est partout, en permanence, tout le temps. Donc, on n'a pas toujours un temps d'arrêt pour poser un regard critique là-dessus, puis se demander pourquoi on aime ça, dans le fond, pourquoi on trouve ça beau. Quand on voit une vue, on peut simplement se promener en voiture, on se dit « Ah, c'est beau, wow! » Mais est-ce qu'on se demande pourquoi je trouve ça beau?
Ancrée dans l'histoire et inspirée du paysage humanisé historique, la sculpture Tenir feu et lieu met en scène un paysan, un bateau, une chapelle, tous ancrés dans la nature environnante. Jouant avec le regard, le sculpteur Éric Lapointe utilise la technique de l'anamorphose pour fournir son interprétation très personnelle du paysage. Les liens qui unissent l'art au paysage ont rarement été autant assumés que lors de l'exposition « Elle déploie le paysage ». 12 artistes, 12 femmes dont le regard révèle notre rapport au monde et au temps. Des œuvres dont plusieurs ont été exposées en plein air et qui rappellent que le paysage n'existe que dans l'œil de celui ou celle qui regarde. Nous avons rencontré les artistes Marie-Fauve Bélanger et Stacy Anne Olivier. Je m'amuse vraiment à placer mes tableaux en relation avec l'espace. On est quand même un peu dans la forêt. J'ai décidé d'installer des balais de sorcières à l'intérieur, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de conifères dans le coin. Puis je trouve que c'est un élément de la nature très sculptural. Donc je l'ai mis de l'avant, je l'ai peint pour qu'on puisse le voir plus, qu'on sente les textures. Étant donné que je parle de texture de la nature, je trouvais que ça, c'était une belle texture dans le paysage à mettre de l'avant. Moi, je suis tout le temps surprise puis étonnée par des petites choses comme ça, simples. Fait que, tu sais, c'est un peu l'effet que je veux faire aussi quand les gens regardent mes projets. Je veux parler de paysage, mais je veux comme juste que ça soit subtil, puis je veux que les gens soient émerveillés comme je le suis. C'est l'effet de surprise d'un éclairci, d'une lumière après la pluie, d'une balade en forêt l'automne, d'une odeur, justement. En ce moment, l'odeur de l'automne, c'est vraiment surprenant. L'artiste, quand il est surpris, il est inspiré aussi. C'est comme, je pense que c'est ça qui l'inspire, c'est une espèce d'étincelle de « Ah, il faut que j'exprime quelque chose ». Ben, c'est cet effet de surprise-là qu'on veut créer aussi. Là, donc, quand on parle de culture, bien, ça vient colorer. La culture colore la municipalité ou la ville en tant que telle. Bien, là, si en plus tu as un paysage à couper le souffle, bien, là, c'est comme une valeur ajoutée. Puis ça donne une personnalité à la municipalité, à l'espace, puis à la région. Avec sa sculpture installée sur l'ancien barrage Arthur Goudreau, Stacy Anne Olivier raconte l'évolution du paysage et son impact sur la rivière La Chevrotière, en particulier la disparition et la réapparition de la truite dans les eaux de la rivière. Au milieu des années 80, avec les pratiques agricoles intensives, un peu plus industrielles, avec l'absence de règlement pour les berges, la rivière est devenue un peu comme une poubelle. Elle est devenue brune. Les gens s'en sont éloignés, les poissons sont partis. Puis avec les nouvelles pratiques agricoles, bien, le reboisement des berges et tout ça, la rivière est redevenue aujourd'hui, est redevenue belle. Elle recommence à être attractive et les poissons sont revenus. Ils commencent à revenir. C'est là-dessus que, sur cette petite anecdote historique, que je me suis basée pour construire l'œuvre. C'est l'effort collectif qui a fait que c'est redevenu beau. Fait que j'ai pensé à comment je pourrais faire une œuvre collective, en fait, puis l'amener ici. Fait que j'ai fait une installation qui était composée de un peu plus de 200 poissons en céramique qui, eux, ont été peints par les gens de ma communauté. Fait que je me suis promenée, Matagami, Kévion, Chibougamau, avec des gens de tout âge, de toute origine, qui ont mis la main à la pâte pour construire cette installation-là. La réappropriation du lieu aussi, c'est un lieu industriel, puis qui est devenu un lieu culturel, tu sais. Ça aussi, c'est impressionnant. Avec des anciennes images satellites, Stacy Anne est également parvenue à montrer l'évolution du paysage vu du ciel, principalement due à l'intervention humaine.
Bien entendu, on veut protéger au mieux les paysages humanisés ou naturels qui nous plaisent, en évitant d'intervenir. Mais une rivière, c'est quelque chose de dynamique. Ça bouge, ça évolue. Quittant les alentours du moulin de la Chevrotière, je suis monté dans le bois en compagnie de Stéphane de la CAPSA. Il voulait me faire rencontrer un de ses amis, un spécialiste de la modification des rivières et du paysage naturel. Yes, I'm gonna wait, baby, and I'm gonna stay. You never give me no loving, that's why I'm going away. C'est sûr, le castor a un avantage que ça a. T'sais, avant ça, c'était un petit cours d'eau. Puis là, en construisant son barrage, ben, il modifie sur le paysage aussi. C'est super beau, là, le soir, là, de l'eau libre comme ça. Tu vois des petits poissons qui vont chercher des bébites. T'sais. Il y a le paysage que nous, on voit, mais il y a un autre type de paysage aussi qui est sous-marin. T'sais. Il y a un paquet de bébites, de macro-invertébrés incroyables. Là. Fait que, au niveau biologique, c'est extrêmement riche. Fait que c'est un paysage, mais qu'on ne voit pas nécessairement. T'sais, le soir, tu vois rien, mais tu entends plein d'affaires. C'est un paysage sonore. Le matin, de bonne heure, aussitôt le soleil se lève, les oiseaux ici, là, c'est incroyable. Fait que, tu sais, au niveau paysage, il y a différents types de paysages, finalement. C'est incroyable. C'est une richesse biologique extraordinaire. Il fait un lac, finalement. Il a créé un lac. Il a créé un lac. C'est extraordinaire. Tu sais, quand tu crées un lac de même, le poisson en profite, il grossit, il s'engraisse, ça fait des beaux géniteurs en santé. C'est incroyable, là. Quand le barrage va céder, ça va donner un autre paysage. Ça va repousser en petits vers tendres, là, de petits arbustes comme ça. Puis là, la succession végétale va s'implanter. Il va arriver des essences de transition comme le peuplier. Puis après ça, ben là, au fur et à mesure de la succession, parce que le sol est riche parce qu'il y a beaucoup de matière organique qui s'est déposée. Fait que sur 50 ans, tu passes d'un lac à une forêt. Le castor revient, il remodifie ça, il va s'installer pas mal aux mêmes endroits. Parce que c'est pas un hasard, un barrage. La situation géographique d'un barrage, c'est pas un hasard. Lui, il utilise un haut fond, une roche pour s'accoter, puis là, tranquillement, il construit ça, son design d'ingénierie. Ici, avant ça, bien évidemment, on a le lit principal du cours d'eau. C'est la décharge d'un lac. C'était une aulnaie ici. Avec toutes sortes de... C'est un milieu humide avec une aulnaie. Lui, le castor, lui, il a spoté le coin. Il a vu qu'il y avait des belles petites branches tendres, pas trop grosses. C'est l'habitat parfait pour lui. Il s'est fait un barrage. Il hausse la colonne d'eau. Il va faire sa hutte au centre là-bas. Fait que lui, dans le fond, il fait un barrage pour pouvoir conserver son accès à sa hutte. Parce que l'hiver, il faut qu'il mange tout le temps. Les dents, ils poussent tout le temps, en continu. Fait que lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut qu'il inonde. Fait que il sort de sa cabane par en dessous de la glace, il va chercher de la branche, il ramène ça dans sa cabane, il mange un peu, il fait ça tout le temps. Rentre, sort. Par contre, quand on arrive dans les tributaires, c'est plus agricole, quand le castor va s'installer là, ben, les producteurs, ils n'aiment pas bien ça, se faire inonder leur terre, hein? On sait bien que c'est normal aussi. Puis obstruer les ponceaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, en milieu agricole, le castor, il n'est pas le bienvenu, puis il se fait plus malmener, là. C'est difficile pour lui de construire des gros barrages de même. Il faut vraiment qu'il s'en aille en milieu forestier. Il ne faut pas qu'il s'installe où il y a trop d'humains, puis où tu as de l'agriculture. Mais tu sais, au niveau légal, quand ça cause un préjudice à une propriété ou qu'il y a un risque au niveau des personnes et des biens, ben là, malheureusement, là, c'est le trappeur qui intervient, puis là, on se débarrasse du castor. Mais il va toujours revenir. Tu peux pas venir à bout de ça, là. C'est pour ça que la cohabitation avec des beavers de même, c'est ça qui est le mieux. C'est ça qu'on essaie de sensibiliser les gens à ça. Là, vidons avec. C'est ça qui va être le mieux. Ça va être le mieux pour tout le monde. La chevrotière va mieux s'emporter. Comme le castor, l'humain a un rôle à jouer dans la création et l'entretien des paysages.
comme Jérôme des Jardins de la Chevrotière. Non seulement lui, il fait presque partie du paysage, mais il y contribue aussi, par exemple en plantant des haies brise-vent. On a planté 183 arbres dans un aménagement qui est là pour favoriser la biodiversité. En protégeant et enrichissant son sol avec des paillis et des plantes couvre-sol, Jérôme parvient à minimiser l'érosion. Du trèfle, de la vesse, de l'avoine, puis ici, de la facélie. La facélie qui n'est pas beaucoup utilisée au Québec, mais qui fait une petite fleur très mellifère là, qui attire, ça bourdonne là, en été là, quand il y a ça dans le champ. Mais ça fait des belles fleurs, puis en Suisse, les producteurs sont payés pour cultiver ça sans la ramasser. Là. Il y a une subvention liée au paysage qui inclut la facélie. En termes de création de paysages, il faut également mentionner les efforts de la CAPSA, qui a reboisé les berges de la Chevrotière. Les arbres plantés, par exemple, ici à Saint-Gilbert, il y a plusieurs années, sont dans la force de l'âge et ils permettent à la Chevrotière et à ses affluents de retrouver un état naturel. Mais même sans les castors ou sans nous pour faire évoluer le paysage, les rivières ont une vie propre. Elles transportent des sédiments sur des centaines de kilomètres. Elles font et défont des méandres. Les rivières sont de grandes créatrices de paysages, parfois au détriment des infrastructures riveraines. Marc-André et Stéphane de la CAPSA nous expliquent la dynamique des rivières. Par le passé, les cours d'eau ont grugé les montagnes pour les amener puis faire des plaines agricoles, là, finalement, qu'on cultive maintenant, mais c'est tous des matériaux qui ont été voyagés par la rivière. Puis en voyageant tout ce matériel-là, la rivière, elle se donne des nouveaux tracés. Parfois, il va y avoir une grosse roche qui va partir puis qui va changer toute la dynamique de l'écoulement qu'on ne voit pas. Là. C'est quoi une rivière qui est méandreuse? Là? Une rivière qui, dans une portion de celle-ci, va avoir une forme là, un peu, je dirais, comme un serpent, en forme de S, ou vers l'extérieur de la courbe, la rivière va se canaliser souvent puis va aller chercher du matériel. Puis l'intérieur de la courbe, c'est là qu'on repose en canot pour aller sur la plage, c'est là qu'elle dépose son matériel. Puis le serpent se forme toujours de plus en plus jusqu'au jour où la rivière va changer. Il va y avoir un gros coup d'eau, ça va tout déchirer, ça va devenir une rivière qui a une nouvelle forme, qui est rectiligne. Puis elle va sans doute, dans le même secteur, étant donné le substrat qui est là, se remettre à méandrer tranquillement jusqu'au jour où ça va, ça va repasser. Il faudrait penser à protéger l'érosion. C'est les endroits où il y a de l'érosion, il faudrait les protéger, il faudrait prévoir qu'il y a de l'érosion qui va se faire dans ce secteur-là, dans la mesure où on n'a pas nécessairement des grosses infrastructures, puis laisser la rivière évoluer dans cette zone-là. Là. C'est comme on doit plutôt apprendre à respecter son équilibre puis à adapter nos interventions, là, pas aller faire un gros enrochement quand finalement juste un peu de stabilisation végétale aurait peut-être permis un compromis entre les gens qui cultivent les terres puis la rivière dans son propre équilibre. Ici, on voit qu'elle a monté sur la plaine de débordement, la plaine inondable qui est là, avec le sable et le sédiment. Elle a besoin de ça parce que s'il était vraiment canalisé là. Elle te rongerait là, ce côté-là. Puis... C'est incroyable. Fait que sinon, tu aurais énormément d'érosion là, mais c'est un phénomène naturel. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ici, par chance, dans ce beau méandre-là, elle a sa zone de dépôt puis son espace de liberté. Ça devrait être beaucoup plus boisé que ça. Là. À l'époque, ça l'était. C'est quand même intéressant de voir... mettons je ne sais pas s'il y a un autre méandre plus loin, mais on serait comme ça ici dans l'espace de liberté, là, un peu plus large. Un jour, c'est le fun qu'il y ait juste de l'agriculture, qu'il n'y ait pas des maisons, parce que si la rivière elle décide qu'il y a une pluie de 1000 ans, ou comme il y a déjà eu à Deschambault qui avait tout emporté des ponceaux, là, mais elle pourrait retracer en ligne bien droite ici, là, dans les fonds, puis finalement... s'il y avait une maison, ça ferait comme la Niagarette à Saint-Casimir. Bye maison, la rivière passe droite. Quand c'est juste agricole de même, c'est pas aussi stable que s'il y avait des arbres, mais... Un jour, elle va repasser droit, c'est sûr.
Sous ces apparences anodines, la question du paysage n'est pas simple. Le paysage, c'est quelque chose de patrimonial qu'il faut protéger, mais c'est aussi quelque chose de dynamique, qui est constamment en construction. Puis des fois, on est en droit de se demander si c'est pas nous qui prenons trop de place. Une des solutions pour protéger les cours d'eau serait peut-être de les reconnaître en tant que personnalités juridiques, ce qui protégerait leur intégrité. L'organisme Alliance Saint-Laurent fait actuellement circuler une pétition demandant au gouvernement québécois d'adopter une loi reconnaissant la personnalité juridique du fleuve. En attendant, on peut continuer à profiter des berges de la rivière La Chevrotière. Il y aura toujours des artistes et des artisans de tous les âges pour continuer d'enjoliver le paysage. Sur ce, je te salue et je t'invite au prochain épisode d'Histoire d'eau, alors qu'on va être dans les marais de Grondines. She's my pearl, she's the spin on my wall. All the stars make their wishes on her eyes. She's my Coney Island baby. She's my Coney Island girl. She's a princess.